Europe 1, 8h33, la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, évidemment, un sujet, un seul. La dépêche du midi, le vol MS-804 ne répond plus. Libération, silence radio. Le Midi Libre, le crash et l'ombre du terrorisme. Et le Parisien, les vies brisées du vol égyptaire. Une question pour commencer, qui sont les casseurs, Natacha? Oui, ça c'est une question qu'on se pose tous et que relaie le Parisien. Mais alors dans Libération, justement, ils ont la parole. Et ce que l'on découvre en fait, c'est la porosité revendiquée entre les manifestants supposés pacifiques, et ceux qui s'attaquent à une vitrine ou à un policier. Quand on voit des camarades se faire ouvrir le crâne à coups de matraque, justifie Émile, 20 ans, ça incite à répliquer « Je suis pour la pluralité des modes d'action, du pacifisme à la violence ». Et puis cette jeune femme, le visage recouvert d'un foulard. Ça ne me choque pas qu'on foute le feu à une voiture. C'est un renversement partiel de ce qu'un manifestant peut subir. Il y a bien sûr ces membres du parti de gauche qui traitent de crétins les lanceurs de pavés. Mais une militante FSU tempère. Comment ne pas avoir envie de tout casser quand on est jeune dans notre société ? On lit ces phrases et juste après on ouvre les pages débats du Figaro qui sont consacrées à la révolution culturelle il y a 50 ans en Chine. Et Guillaume Perrault nous rappelle ce que fut le maoïsme en France dans les années 70. La violence, expliquait alors un chef de file, Benny Lévy, permet de libérer l'imagination de la pensée des exploités. En 1969, Serge July et Alain Gesmar publient « Vers la guerre civile ». Contrairement aux mercenaires, écrivait-il, le militant révolutionnaire au combat n'est pas un sauvage. La manière dont il combat, dont il tue, est toujours raisonnée. En 1972, quand une jeune fille de 16 ans est retrouvée morte à Bruay-en-Artois et qu'un notaire est accusé, les maoïstes s'installent à Bruay un comité vérité-justice censé être l'aiguillon des masses populaires et ils appellent au meurtre contre le notaire. Avec ces mots, le crime de Bruay, il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. Le notaire sera par la suite innocenté. Alors, il y en a d'autres qui comprennent tout de suite qu'on peut unir le prestige de la révolte et les calculs de l'arrivisme. Être ex-maoïste ou ex-castriste, c'est devenu un titre nobiliaire. C'est ce qu'exposait l'auteur de La lettre à un moderne Rastignac en 1963, un certain Bernard Kouchner. Qui sait alors où seront nos jeunes manifestants dans 30, 40 ans ? Après les casseurs, un autre problème, les radicalisés. Oui, et ça c'est la une de l'Opinion. Radicalisation, les prisons désarmées. Avec cette note confidentielle de la DGSI alertant sur l'activité anormalement élevée de téléphones cellulaires relevée à Fleury-Mérogis le soir du 13 novembre. Quelques mois plus tard, les détenus applaudiront Salah Abdeslam à son arrivée. Et puis il y a la une du Figaro Magazine aujourd'hui. Le parvis de la basilique de Saint-Denis, avec deux jeunes filles en noir dont le foulard ne laisse paraître que le visage. Molenbeek-sur-Seine, l'islamisme au quotidien. À l'intérieur, les autres photos sont à l'avenant. Une fillette de 4 ou 5 ans portant le foulard, des femmes violant ouvertement la loi sur le voile intégral et qui passent tranquillement rue de la République, justement. Mais il faut lire surtout le récit de Siam. Siam a 22 ans. À l'époque, dit-elle, j'étais bénévole au sein d'une association musulmane. Nous venions en aide aux démunis. Toutes les filles avec qui je travaillais étaient voilées. La femme est un trésor qu'il faut cacher du regard des hommes, me répétait-elle sans arrêt. Dès que j'ai porté le voile, les regards ont changé. J'étais au-dessus du lot, considérée comme respectable. Aujourd'hui, elle a compris que ce fonctionnement en vase clos façonnait, dit-elle, sa pensée et ses choix. Ici, bien sûr, les attentats ont choqué. Énormément choqué. Mais les intégristes, dit un lycéen, gangrènent les mosquées. On a là, dit-il, tous les ingrédients, le terreau, la graine, il n'y a plus qu'à arroser et attendre. Vous nous parlez à présent du pouvoir de la voix. Oui, c'est le pouvoir de la voix, c'est le titre du livre d'un chirurgien ORL à qui l'opinion donne la parole. Alors Jean Abitbol nous raconte comment, en 50 ans par exemple, la fréquence des voix féminines est tombée de 3 ou 4 notes. Comment, hommes ou femmes, nous sommes spontanément attirés par les voix à consonance grave. Et surtout comment le micro, la technique ont bouleversé les voix politiques en installant l'impératif de la connivence plutôt que l'art du tribun. Et puis il parle aussi de ce phénomène que nous connaissons bien, induit par les imitateurs de talent, et il cite carrément notre préféré évidemment, Nicolas Canteloup. Et bien oui, ce phénomène on le connaît quand on entend un politique, il faut quelques secondes pour qu'il reprenne le pas sur son imitation. Et c'est très très dur quand on interviewe à nous, quand Ségolène Royal ou François Hollande viennent ici
parler. C'est terrible. On entend Nicolas Canteloup. Ce qui est bien, c'est qu'on va l'entendre dans quelques secondes, Nicolas Canteloup. On termine avec 20 minutes. Oui, 20 minutes qui reprend un article du Washington Post qui nous rend compte d'un phénomène nouveau à l'occasion des primaires américaines. Figurez-vous que les défunts laissent de plus en plus un message d'intention de vote dans leur nécrologie. Alors c'est Donald Trump qui arrive en tête chez les morts, et d'ailleurs il les remercie sur Twitter. Ernest devait être une personne incroyable. Bon, chez nous il est arrivé qu'on les fasse carrément voter, les morts, mais c'était loin, c'était le passé. On verra à la primaire de la droite. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins c'est à 8h30 et c'est sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.